Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mardi 7 octobre. Voici les titres de ce journal. L'univers de la voiture est exposé en ce moment au Mondial de l'automobile à Paris. Mais loin de tout ça, quel est le budget moyen de l'acheteur d'aujourd'hui? Réponse dans ce journal. Suite des auditions pour l'ancien maire de la Faute-sur-Mer dans le cadre du procès Xynthia. René Maratier a dû notamment répondre aujourd'hui aux questions liées à l'urbanisation de sa commune à l'époque de la tempête en 2010. Rencontre avec un réparateur d'harmonica. C'est assez rare pour le souligner puisque Michael Devino est l'un des seuls en France à pratiquer cette activité. Et vous le verrez, il s'agit d'un véritable métier de patience et surtout de précision. C'est en ce moment le Mondial de l'automobile à Paris et à cette occasion, notre rédaction a souhaité se pencher sur le budget moyen de l'acheteur vendéen, loin des voitures de luxe présentées sur le salon. Reportage de Pierre Dalicieux. Chez ce concessionnaire, le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde dans le neuf tourne autour de 20 000 €. Peu importe l'âge du client, cette gamme de prix représente environ 50% de ses ventes. Ici, le client type regarde avant tout son porte-monnaie. Dans leur recherche de véhicules est vraiment induit le côté économique, donc la consommation, l'entretien, avant spécialement de regarder la gamme et les propositions de services qu'on pourrait avoir. Un couple qui par définition aura besoin de 2 véhicules et qui décide d'en acheter un neuf ira voir pour le deuxième du côté de l'occasion. La famille type dépensera donc environ 20 000 € dans le premier. Si pour le deuxième, en revanche, le budget oscille entre 5 et 10 000 €, il faudra faire vite, car à ces prix-là, les occasions se font de plus en plus rares. Les gens se ruent sur cette catégorie de prix entre 5 et 10 000 pour des véhicules diesel, 5 portes, citadines ou véhicules de gamme intermédiaire. On a une très forte demande sur ces véhicules-là. C'est une deuxième voiture, c'est une voiture pour un jeune qui débute dans la vie ou qui est à l'école. C'est vraiment la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Pour résumer, un foyer moyen dépensera environ 30 000 € pour 2 véhicules, dont un neuf. Et si ce même foyer comptait rouler avec un véhicule hybride sorti d'usine, eh bien aujourd'hui c'est envisageable. Ce concessionnaire propose depuis 2 ans une citadine entrée de gamme, quasiment au même prix que ses concurrentes diesel. Aujourd'hui l'hybride, effectivement, s'adresse à une clientèle beaucoup plus large. Autant avant, les premiers modèles hybrides étaient dans un budget relativement, on va dire, peut-être plus tiré vers le haut que vers le bas. Aujourd'hui, grâce à la généralisation de l'hybride que fait Toyota dans toute la gamme, nous sommes en mesure de proposer de l'hybride dans un budget entre 15 000 et 20 000 €. Et pour réduire encore un peu la facture, grâce au succès grandissant des véhicules hybrides, vous pourrez de plus en plus en trouver chez votre concessionnaire, mais du côté de l'occasion. Un mot sur ce nouvel accident de la route. Hier, en fin d'après-midi, à Mortagne-sur-Sèvre, 2 voitures et un fourgon sont entrés en collision. L'un des conducteurs, un jeune homme, est décédé. Le second a été légèrement blessé et le troisième est sorti indemne. Le triste record se poursuit donc pour la Vendée puisque 36 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'année sur les routes du département. Et cette fois, il semblerait qu'il s'agisse de ce qu'on peut appeler un verglas d'été, un phénomène dû aux pluies après une longue période sèche. En effet, la pluie humidifie les saletés restées longtemps sur les routes et entraîne donc une chaussée glissante. Et depuis 48 heures, de nombreux accidents se succèdent d'ailleurs sur la Vendée. La gendarmerie appelle donc à la plus grande vigilance. On ouvre à présent notre chapitre Xynthia. Chaque jour, la rédaction de TV Vendée revient sur ce procès extraordinaire qui se déroule au Sables d'Olonne depuis 4 semaines maintenant. Et ce mardi, les auditions se poursuivent pour l'ancien maire de la Faute-sur-Mer. Hier, René Maratier a été interrogé sur la culture du risque. Aujourd'hui, le prévenu a dû notamment répondre aux questions liées à l'urbanisation de la commune. On retrouve Caroline Tronche sur place pour plus de précisions. Oui, Edwige, l'urbanisation de la Faute-sur-Mer et donc plus particulièrement, vous vous en doutez, l'urbanisation pendant les mandats de René Maratier, c'est-à-dire depuis 1989. Mais juste avant cela, le prévenu a été mis en difficulté concernant le jour même de Xynthia, notamment suite à un coup de fil qu'il a reçu de la part d'un pompier fautais, coup de fil dont on ne connaîtra finalement jamais vraiment le contenu. Dans les 2 cas, urbanisation comme soir de la tempête, l'ancien
Fos-sur-Mer maintient sa position d'hier. Un petit maire, comme il se décrit, ne peut pas tout savoir ni tout maîtriser. Il a besoin des conseils de l'État et ne peut que lui faire confiance. Une position qui ne convainc pas les avocats des parties civiles. Je crois que les choses commencent à apparaître de manière assez claire. C'est-à-dire qu'on est en face de quelqu'un qui avait un projet bien précis, voulait le mener à bout. Ce projet de construire toute la cuvette de la Faute. Et bien évidemment, à partir du moment où les risques apparaissaient, les gens ne venaient plus. Il a toujours été respectueux de l'autorité de l'État. Il ne s'est jamais opposé au préfet ou à quoi que ce soit sur le plan juridique. Et donc je crois que la manière dont il se ressent comme tel, petit maire d'une petite commune, eh bien, c'est la manière dont il s'est toujours présenté, certes heureux de développer sa commune, mais respectueux des règles de la République. Demain, sauf prolongation de l'interrogatoire de René Maratier, c'est son ancienne première adjointe qui doit lui succéder à la barre. Françoise Babin était également présidente de la commission urbanisme au moment des faits. Merci Caroline Tronche. Et puis notez que vous pouvez retrouver toutes les informations sur le procès sur notre site internet au www.tvvendée.fr. D'ici à 2025, toute la Vendée devrait recevoir le très haut débit. C'est en tout cas l'objectif du Conseil général. Un projet d'envergure qui a d'ailleurs été précisé il y a quelques jours. Alors pour réussir un tel projet, les collectivités locales du département ont signé un partenariat avec Orange. Mais précisons que cet opérateur revendra son réseau aux concurrents à terme. Toutes les enseignes proposeront donc le très haut débit. Alors concrètement, les travaux ont déjà débuté. La fibre optique est donc en train d'être installée notamment sur le Pays Lyonnais et le Pays des Olonnes, ce qui concerne près de 107 000 foyers. Précisons que la fibre optique permettra un débit beaucoup plus rapide et de meilleure qualité, notamment pour votre utilisation Internet. Et les premiers à en bénéficier seront les Lyonnais avant même la fin de l'année. Et dans le même temps, les communes les moins bien fournies cette fois bénéficieront également de travaux pour améliorer le débit toujours. Nous avons commencé au mois d'avril les travaux à La Roche, les premiers clients à la fin de l'année. Bien, cette convention, elle l'écrit, elle permet d'échanger avec les collectivités locales en toute cohérence avec la réglementation française, de remonter aussi les informations que veulent les élus. Et voilà, c'est véritablement un travail en coopération. C'est Orange qui investit, mais nous donnons de la lisibilité aux collectivités locales. On le savait et l'actualité le prouve, le numérique et Internet sont donc au cœur de notre quotidien. La preuve avec l'arrivée de la fibre optique dont on vient de parler. Et cet autre exemple avec l'inauguration de ce nouvel espace de travail à La Roche-sur-Yon, baptisé Locaux Numériques. Il est basé près de la gare, sur le pôle numérique. Alors concrètement, cet espace accueille des jeunes entreprises et des entrepreneurs du même secteur, celui du numérique donc. Et chacun peut avoir un bureau pour travailler, mais cette locaux incite surtout à l'échange entre professionnels, ce qu'on appelle donc le coworking, à l'image finalement des entreprises américaines. Ce n'est pas simplement le numérique, c'est tout ce qui va autour. C'est la formation avec des écoles, avec des formations de haut niveau et bien sûr l'hôtel d'entreprise qui permet là aussi de créer de l'emploi. Donc le numérique à La Roche-sur-Yon, ce n'est pas simplement la locaux. La locaux est le début de l'aventure avec, je l'espère, dans les années qui viennent, une vraie data valley à La Roche-sur-Yon. Et précisons qu'un data center est un centre de données. L'objectif de La Roche-sur-Yon est donc de devenir en quelque sorte un centre numérique en France donc. Un mot sur le pôle universitaire lyonnais. Comme partout, les étudiants ont effectué leur rentrée et c'est l'occasion chaque année pour la direction d'effectuer un point. Et cette année est celle des nouveautés. Les étudiants vont en effet pouvoir bénéficier de nouveaux diplômes, notamment concernant la licence de droit et langue étrangère appliquée. L'IUT accueille lui un nouveau directeur et surtout, l'école supérieure du professorat et de l'éducation a fait sa rentrée sur le site même du pôle universitaire à la Courtésière. Auparavant, l'école se trouvait en centre-ville de La Roche-sur-Yon. Avant l'installation ici, l'ESP était donc à côté de la gare, dans des bâtiments du 19e siècle. Et il nous paraissait une bonne chose de regrouper sur le même site toutes les formations universitaires. Donc l'ESP nous a rejoints et on peut dire que désormais, toutes les formations de l'Université de Nantes sont présentes sur le pôle de la Courtésière. Et puis ajoutons que le pôle universitaire compte toujours plus d'étudiants pour cette rentrée 2014. Plus de 1500 jeunes étudient à La Roche-sur-Yon, soit 200 élèves de plus qu'il y a 4 ans.
On connaît les camions pizza, les épiceries ambulantes, mais il existe désormais le salon de coiffure sur 4 roues. Une Vendéenne s'est en effet lancée dans l'aventure, répondant ainsi à la désertification des commerces de proximité. Rencontre avec cette jeune femme de 24 ans dans son camping-car donc. Cet après-midi, Églantine reçoit une cliente pour un balayage. Mais elle n'est pas une coiffeuse comme les autres, elle est coiffeuse itinérante. Elle accueille ses clients dans son camping-car aménagé. J'étais en salon pendant 5 ans. J'en avais un petit peu marre du système rendez-vous sur rendez-vous sur rendez-vous. Ça fait super longtemps que ça me trotte dans la tête. Mais j'avais besoin de rester dans un salon pour l'expérience. Chaque vendredi, elle stationne son camion sur la place de l'église en accord avec la mairie, car à Saint-Avourgour-des-Landes, il n'y a plus de salon de coiffure depuis 20 ans. La présence d'Églantine est une chance pour les clients qui voient les commerces de proximité des petites villes disparaître. C'est pas loin, puis c'est chez nous. Autrement, faut prendre... Pour nous, on est vieux, il faut prendre la voiture. Il n'y a pas besoin de faire entre 15 et 20 km aller-retour, quoi. Baroudeuse, elle parcourt toute la Vendée, mais aussi les festivals de musique, ce qui lui permet de se faire connaître avec la publicité sur son camion. C'est en Corse qu'Églantine a découvert ce concept. Elle achète alors un camping-car et le rénove de fond en comble. C'est de l'agencement qu'il faut être assez précis pour la place, pour l'aménagement, pour que les gens ne se sentent pas trop serrés, moi que j'ai la place de travailler. Et pour le système d'eau et d'électricité, c'est pas évident, mais ça s'est fait au fur et à mesure, en fait. Églantine est pour l'instant la seule coiffeuse du département à avoir eu cette idée. Elle fait aussi des coupes à domicile et ne regrette pas sa vie d'avant. La relation qu'elle a avec ses nouveaux clients est totalement différente. Les clientes se sentent plus libres de me parler, plus libres de s'exprimer. Donc c'est vrai que du coup, y a plus de liens qui se créent et parfois même qui deviennent amicaux. Églantine sillonne les routes de Vendée depuis 3 mois et n'a pour l'instant séduit que 2 villes de Vendée. Mais confiante dans son projet, elle ne se fait pas de cheveux. Cette coiffeuse qui ne se fait pas de cheveux blancs, donc. C'est en ce moment la fête de la science. Un peu partout en France, l'opération tente de séduire le grand public avec un thème qui peut parfois sembler inaccessible. Mais au travers des animations, des expériences et des rencontres avec des chercheurs, les sciences peuvent devenir ludiques. Et le programme de cette 23e édition a été présenté il y a quelques jours. En Vendée, plusieurs communes proposent des rendez-vous. Vous le voyez sur cette carte, La Roche-sur-Yon, Luçon et le Château d'Olonne accueillent même un village de la fête de la science. Mais au-delà de l'aspect ludique, cette opération mène aussi une campagne de recrutement. L'objectif principal, c'est de rapprocher la science des citoyens, et en particulier des jeunes, de façon à ce qu'ils puissent envisager des carrières scientifiques, techniques, industrielles, en particulier les jeunes filles, puisqu'on manque actuellement toujours cruellement de personnes qui s'engagent dans ces voies-là. L'aspect ludique va être privilégié pour permettre une porte d'entrée dans les domaines qui vont être évoqués à la fête de la science. Beaucoup d'entre nous se sont amusés un jour avec un harmonica, mais au-delà du jeu d'enfant, il s'agit d'un véritable instrument, un instrument qui demande parfois quelques réparations. Mais les professionnels du genre se font rares. Michael Devino est d'ailleurs l'un des seuls réparateurs en France. Alors l'occasion pour nous d'aller à la rencontre de cet autodidacte qui fait preuve, vous allez le voir, de patience et surtout d'une très grande précision. Il nous a ouvert les portes de son atelier à Saint-Michel-Mont-Mercure. Regardez. Donc là, je suis en train de recoller des valves sur un vieil instrument, un vieil harmonica qui a une bonne trentaine d'années, celui-ci, il me semble. C'est lorsque son réparateur attitré, installé à l'époque à Fontenay-le-Comte, a fermé ses portes, que Michael Devino s'est essayé à réparer lui-même ses instruments. Aujourd'hui, cela fait 3 ans qu'il offre ses services au public, mais avant cela, il a fallu apprendre. Il y a bien eu 5 ou 6 ans de recherche, d'expérience, on va dire, pour trouver les bonnes méthodes, les bonnes solutions pour faire du travail satisfaisant. C'est un peu assimilé à de l'horlogerie dans la démarche technique réelle. Je suis en train de tester les valves de ce chromatique pour voir celles qui ne tiennent plus, comme celle-ci par exemple. C'est seul qu'il a appris à remettre en état ses harmonicas et aujourd'hui sa clientèle le contacte essentiellement par internet via son site Harmoniquel. Les instruments qu'on lui envoie viennent des 4 coins de France et parfois même de l'étranger. Une véritable aventure qui lui a ouvert des perspectives inattendues. Dans ma tête, c'était vraiment de la réparation d'harmonica. Je ne pensais pas que ça irait réellement plus loin, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre.
Et puis finalement, de fil en aiguille, je me rends compte qu'il y a d'autres secteurs aussi autour de l'instrument qui sont en train de se développer, comme par exemple la restauration d'instruments anciens. Souvent un instrument qui a une valeur sentimentale très forte pour quelqu'un et qui tient à le remettre en état. Je reçois parfois des instruments qui ont 50, 60 ans, qui sont bien plus vieux que moi et pour lesquels je refais une restauration. Donc là, je suis en train de réaccorder cette lame qui est un peu trop basse. La note a baissé. Avec l'usage de l'instrument, c'est normal. Donc on va venir enlever un petit peu de matière au bout de la lame pour en fait lui permettre d'osciller plus vite. Donc la note va monter un petit peu. Si on voulait la faire baisser, à l'inverse, on rajouterait de la matière au bout pour baisser notre note. Comme ici, il réalise aussi l'accordage d'harmonica pour des musiciens professionnels. Et à noter qu'il a été contacté par une grande marque pour éventuellement devenir réparateur agréé de cette dernière, une demande qui vient souligner la qualité de son travail. Et si vous avez un harmonica qui aurait besoin de quelques réparations, vous pouvez donc contacter Michael Devineau, l'un des seuls réparateurs en France. On termine comme chaque jour avec un point sur les prévisions du ciel et ce mercredi devrait toujours être aussi gris avec des pluies en matinée, mais le soleil pourrait bien tenter quelques percées au fil de la journée, mais le vent nous empêchera de profiter de cette nouvelle douceur. Le point complet sur la météo, c'est tout de suite après ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau journal.